Bon, ben, merci beaucoup tout le monde de nous avoir rejoints aujourd'hui pour un webinaire sur la thématique de comment recruter les meilleurs talents et maintenir l'engagement au quotidien en situation de crise. Donc, pour me présenter, moi, je suis Aurélie Lamélicas, je suis Talent Acquisition Manager chez Assess First depuis l'année dernière et du coup, je suis accompagnée aujourd'hui de Thibaut. Bonjour, enchanté. Moi, je suis Thibaut, cofondateur et président de la startup Jubiwi. Du coup, on présentera chacun nos entreprises, chacun son tour. Du coup, pour commencer fort, je dirais, l'objectif aujourd'hui de toute startup qui se vaut, c'est allier performance et engagement au max. Super, belle promesse, mais concrètement, comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que ça va être au travers de tous les merveilleux petits déjeuners et anniversaires qu'on peut fêter chez Assess First? Est-ce que ça va être au travers de nos activités, nos championnats ping-pong, le cours de yoga tous les mercredis qu'on propose, de tous les apéros qu'on peut proposer même pendant cette période de crise à distance? Alors c'est génial, c'est top, mais clairement ça participe au kiff. Ça participe à l'adhésion, à l'unité et à la culture d'entreprise chez Assess First, mais c'est pas ça qui va générer de l'engagement. C'est comme aujourd'hui mettre dans son annonce que vous avez un baby-food, je suis désolée, mais c'est très très 2017, il faut arrêter de faire ça. Hein. Ça génère plus d'engagement aujourd'hui. Donc, quand on a commencé à s'intéresser à l'engagement chez Assess First, il se trouve qu'à l'époque, le seul truc qui nous permettait un peu de suivre cet indicateur, c'était Glassdoor. On n'avait rien d'autre qui nous permettait de nous dire est-ce que les gens sont bien dans ma boîte, est-ce qu'ils ont envie de rester, quelles sont les choses qu'on pourrait améliorer, etc. En tout cas, c'était la seule plateforme à notre disposition. Donc, on était plutôt contents, on avait des belles notes, ça se passait plutôt bien. On n'avait pas beaucoup d'avis parce que on n'est pas si nombreux que ça, en tout cas chez Assess First aujourd'hui. Mais en tout cas, on avait des plutôt jolies notes et des belles et des beaux pourcentages. Sachant que 100% d'approbation du PDG, hein, je dirais que les seuls autres qui proposent ça, c'est Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Hein, donc, ce n'est pas forcément une référence non plus. Mais en tout cas, on s'est basé sur ça et c'est là qu'on s'est dit, on a commencé à grandir en 2008 et on voit le petit graphe en bas, tendance globale. Et au moment où on a grandi, notre note s'est améliorée. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on s'intéresse davantage à l'engagement, en tout cas chez Assess First. Et du coup, on a commencé à s'intéresser à, ok, c'est cool, mais c'est quoi l'engagement en fait? Qu'est-ce que ça représente? Sous quelle forme? Quels sont les indicateurs qu'il faut suivre? C'est quand même hyper flou. Et du coup, il y a cette étude de Gallup, ils sont assez réputés pour travailler sur tout ce qui concerne le well-being at work, etc. Et surtout le lien que ça peut faire avec la performance. Du coup, on s'est intéressé à cette étude. Et en l'occurrence, cette étude elle va sortir un certain nombre de points qui lient en tout cas le bien-être, en quelque sorte, l'engagement et la performance. Donc là, ce que vous voyez, en tout cas, les ronds, ça va avoir une relation importante, positive avec la performance, le turnover, le customer. Et le X, c'est-à-dire que c'est indéniable. Ça a été prouvé scientifiquement que l'item est lié à la productivité, par exemple. Donc, ok, là, super. Encore une fois, on avait notre liste d'indicateurs à suivre. Mais on s'est aussi intéressé à, ok, mais qui est l'interlocuteur privilégié pour chacun de ces items? Qui peut avoir un impact, en fait, sur chacun d'entre eux? Et du coup, on a refait la même chose, mais en divisant direction, recrutement et management. À quel moment, à quelle étape est-ce qu'on peut influencer sur ces différents critères? Donc, en l'occurrence, savoir ce qui est attendu, par exemple, évidemment, c'est au moment du recrutement, en amont de l'intégration du collaborateur, qu'il faut lui transmettre les informations sur ce qu'il va être amené à faire dans son job. Et le manager va continuer à fournir des informations. Avoir le bon matériel, c'est la direction qui va te filer ton matériel pour faire ton travail correctement et le manager qui va aussi peut-être te filer des outils qui sont spécifiques à ta team, etc., etc. Mais je pense qu'il y a peut-être un truc qui vous choque quand on voit ce tableau, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids qui pèsent sur les épaules du manager. C'est-à-dire que l'intégralité de l'engagement dépendrait donc du manager. Ça fait quand même beaucoup. Donc, chez Assess First, on s'est dit qu'est-ce qui peut aussi dépendre de chacun. Et si on y réfléchit, oui, avoir des amis, enfin en tout cas avoir des bonnes relations avec les collègues de travail, il n'y a pas que le manager qui va influencer sur ce critère-là. C'est aussi au bon vouloir de chacun de participer à l'effort collectif, je dirais.
Et avoir des opportunités d'apprendre, c'est aussi la curiosité de chacun. Est-ce qu'on va avoir des gens qui ont envie d'apprendre? Donc, si on y réfléchit bien, en fait, avoir quelqu'un d'engagé et qui va, en tout cas, influencer chacun de ces critères, bah, ça commence tout simplement par avoir la bonne personne dans votre entreprise, en fait. Ça paraît logique. Donc, en fait, tout part du recrutement. À partir du moment où vous allez recruter une personne qui semble déjà engagée, bah, ça sera beaucoup plus simple sur la longueur. Et c'est exactement ce qu'on s'est dit chez Assess First. On s'est dit, on a changé un peu de stratégie de recrutement et plutôt que de partir sur de l'ouverture de poste, j'ai un besoin, je vais le remplir, on s'est intéressé à recruter des personnes qu'on va faire monter dans l'entreprise, des potentiels, et ensuite on va s'adapter et on va leur trouver une place qui va leur correspondre. Donc on a pris un peu le truc à l'inverse, et plutôt que de travailler sur l'engagement une fois que la personne est déjà en job, bah, on va le faire le truc en amont et on va déjà s'attacher à recruter des personnes qui pourraient déjà être engagées à la base. Et du coup, comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Eh bien, je vais vous donner encore une fois le cas de Assess First. On ne va pas étudier un panel de personnes externes. Je fais pas de sourcing aujourd'hui un peu au hasard, etc. Moi, je fais vraiment du sourcing basé sur la personnalité. Et là, encore une fois, c'est plus compliqué. Et comment on fait ça? C'est que tout simplement, on a étudié les gens qui sont chez nous. Les gens qui sont chez nous, et notamment ceux qui vont être déjà performants et épanouis en poste. Et ces personnes-là, c'est celles qui m'intéressent le plus parce que c'est celles qui, justement, ont ces critères d'engagement les plus forts. Et c'est surtout celles qui vont déterminer la culture Assess First. Et la culture Assess First, je vous l'explique un petit peu là. Alors, j'ai constaté qu'on avait des clients qui assistaient à ce webinaire, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer un petit peu. L'idée d'Assess First, c'est vraiment la capacité d'anticiper une personne à réussir et s'épanouir sur un job donné. Donc, on a déterminé aujourd'hui des critères chez Assess First, des caractéristiques communes aux personnes qui sont épanouies et engagées chez Assess First. Et en l'occurrence, que vous pouvez voir en vert, par exemple, en fait partie. On va chercher aujourd'hui des personnes qui vont être capables d'avoir une certaine autonomie. Ça peut paraître assez logique, mais en tout cas, c'est ce qu'on va rechercher. Des personnes qui ne recherchent pas la stabilité. En start-up, c'est souvent le cas. On a besoin de personnes qui vont pouvoir jongler un petit peu entre les différents projets, qui vont pouvoir être réactives parce que les choses changent du jour au lendemain, qui vont pouvoir aller au-delà des obstacles, etc., etc. On a aussi des motivations qu'on va rechercher chez les candidats, notamment, encore une fois, avoir de l'autonomie. Pouvoir évoluer dans des environnements assez incertains, qui n'ont pas besoin de discipline, qui peuvent évoluer assez seuls, en fait. Et donc ça, c'est ce qu'on va déterminer au travers de nos questionnaires de personnalité que les candidats y passent aujourd'hui. Vous avez le shape, le drive et le brain. Donc pour vous donner un exemple extrêmement concret, AFDNA, c'est le modèle prédictif de notre culture d'entreprise chez Assess First. Donc je suis assez rassurée de voir que moi, Aurélie, je suis compatible avec la culture d'entreprise chez Assess First. Mais je suis aussi contente de voir que je suis compatible avec le job, responsable au recrutement. Bon, ça me rassure, ça veut dire que je suis sur le bon job, dans la bonne entreprise. C'est plutôt bon signe. Mais par exemple, ça me permet de voir, et là, ça ne fait que confirmer mes soupçons, honnêtement, c'est que je ne suis absolument pas faite pour un job de comptable. Donc, je pourrais travailler chez Assess First, mais certainement pas en tant que comptable. Ça ne fonctionnerait pas du tout. Donc, déjà, avec ces informations et avec nos candidats qui complètent nos questionnaires, je suis capable de dire si c'est quelqu'un qui, en termes de personnalité, va matcher à notre culture et à notre mode de fonctionnement. Je sais déjà à l'avance si c'est quelqu'un qui va avoir un engagement important ou pas. Donc en fait, je me mâche le travail à faire ce style de présélection. Ça me fait gagner du temps et je sens déjà venir les remarques. Et je n'ai pas accès aux questions là, mais peut-être que ça va monter. Peut-être que certains se demandent, mais en fait, vous recrutez des clones. On a très très souvent chez Assess First cette remarque du recrutement de clones. Alors absolument pas, hein. Je vais vous faire une petite démonstration. Aujourd'hui, on a plus de 8 nationalités différentes chez Assess First. On en a qui viennent d'un peu partout, États-Unis, Irlande, etc. On a des gens comme Charlie qui, en dehors du travail, font de la musique et que vous pourrez retrouver sur Spotify. On a des gens comme Mélina qui sont une ancienne danseuse professionnelle et elle est toujours danseuse aujourd'hui au Lido. On a François qui vendait des pièces de grue
avant d'arriver chez Assess First et qui aujourd'hui est développeur. On a Julien, notre CTO, qui est un ancien postier. On a Brice, qui est un ancien prof de guitare et qui aujourd'hui fait partie de notre équipe Sales. Et on a Romain, qui est un ancien banquier. Donc en fait, pas du tout de clones. Aujourd'hui, c'est impossible de recruter des gens qui ont la même personnalité. Je pense que vous imaginez bien que c'est totalement impossible. Moi, ce que je recherche, c'est pas des gens qui ont la même personnalité, c'est des gens qui ont des caractéristiques communes et qui vont leur permettre de s'épanouir chez Assess First. Mais au final, leur horizon social, leur background en termes d'éducation, de formation, de nationalité est complètement différent. J'ai des gens qui viennent d'absolument partout chez Assess First et donc pour nous, c'est absolument pas un critère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur potentiel et leur capacité à réussir chez nous. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va mettre en place, en tout cas, chez Assess First pour, encore une fois, travailler sur ces critères d'engagement qu'on a vus au tout début? Et ben, on a vu que la reconnaissance faisait partie des choses qui sont très importantes pour les collaborateurs. Et donc, chez Assess First, on va célébrer nos succès. Alors, quand on était dans les bureaux, on avait un petit gong que nos sales frappaient. C'est très start-up, ça aussi. Hein. C'est comme le baby-foot. Hein. Que nos sales frappaient quand ils clôturaient un deal. Mais aujourd'hui, à distance, vous imaginez que c'est beaucoup plus compliqué. On a un channel sur Slack. Pour ceux qui connaissent Slack, c'est un outil de communication en interne de messagerie instantanée avec des channels, etc. Et donc, on a des channels où nos collaborateurs peuvent poster les différents deals qu'ils ont pu faire et chacun peut réagir, etc. Donc, ça permet d'afficher au moins aux yeux de tous ce qui se passe et ça marche aussi pour le recrutement. Moi, je vais avoir un channel où je vais annoncer les recrutements à venir. Ça marche aussi pas seulement pour nos account exécutifs, mais aussi pour nos SDR, pour les leads qui vont transmettre aux account exécutifs. Donc voilà, il y a tout un moyen de célébrer les victoires même à distance. Autre point qui est hyper important pour les collaborateurs aujourd'hui, c'est d'avoir des informations qui circulent, une communication assez fluide, surtout entre la direction et les collaborateurs, en sachant que chez Assess First, honnêtement, la hiérarchie est assez plate. Donc, on n'a pas trop ce type de problématique, puisqu'on a encore une fois les channels Slack qui existent pour vraiment diffuser du contenu au quotidien. Mais on a aussi des réunions, ce qu'on appelle les BIM, qui sont donc les BIM Monthly Meetings. Ça consiste en quoi? Tous les lundis matins, une semaine sur deux. Donc déjà, on a un petit déj, tout le monde sympathise. C'est l'occasion aussi pour les nouveaux de se présenter, etc. Chaque équipe va, pendant 2 minutes, présenter les achievements et ce qui s'est passé sur les 2 semaines passées. Ça permet d'avoir des shots d'informations sur concrètement qui fait quoi dans quelle équipe, quel contrat a été signé, quelles sont les grandes nouvelles. C'est très rapide, honnêtement, ça nous prend quoi 30-45 minutes un lundi, une semaine sur deux. Mais au moins, ça permet d'avoir accès à ce qui se passe dans toutes les équipes. Et plus on grandit, plus c'est le cas d'être vraiment distancé et d'avoir aucune idée de ce qui se passe dans les équipes d'à côté. Moi, ça m'arrive souvent, notamment avec l'IT. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils font. Là, au moins, ça nous permet d'avoir une idée en permanence de ce qui se passe. Autre chose, c'est évidemment optimiser l'intégration. On a fait un webinaire Assess First assez récemment sur le nouveau process d'onboarding qu'on a fait. En fait, on n'avait pas de process d'onboarding avant chez Assess First, c'était un peu à l'arrache, du personnalisé pour chaque nouveau qui nous rejoignait. Et du coup, on a décidé je dirais, octobre de l'année dernière, de standardiser le process. Parce que je vous apprends rien, mais il a été prouvé que avoir un processus d'onboarding optimisé vous permet non seulement d'avoir quelqu'un qui va être opérationnel dans le job beaucoup plus rapidement, qui va être plus engagé, qui va être plus performant, qui va retarder aussi son départ de l'entreprise. Donc, vous avez tout à gagner à travailler aussi sur votre process d'onboarding et c'est ce qu'on a fait. Et c'est tout simplement passé par la préparation de l'équipement le jour J, ce qui n'était pas notre cas avant. Je suis arrivée chez Assess First, je n'avais pas d'ordi. Ça passe aussi par travailler sur l'intégration en amont. L'intégration d'un collaborateur, ça ne se fait pas le jour J, ça se fait en amont. Donc, on a travaillé à les inviter aux événements qu'on peut faire avant son intégration, à envoyer des textos régulièrement, à lui préparer un agenda pour sa première semaine, ne pas faire trop d'activités ou trop de formations sur ses premiers jours qui peut littéralement lui griller le cerveau. Donc, on étale ça sur la durée, etc., etc. Donc, tout plein de choses qui peuvent favoriser en tout cas son intégration et sa prise de poste en tout cas. Donc voilà
qu'on a pu faire en tout cas de manière très opérationnelle chez Assess First pour travailler sur l'engagement. Pour résumer un peu, c'est attachez-vous à recruter des personnes où vous saurez qu'ils sont engagés à l'avance, ça vous fera moins de travail pour la suite. Et je passe la main à Thibaut qui va vous présenter la suite. Moi, je m'appelle Thibaut, je suis le cofondateur et président de JubiWe, qui est justement une solution de pilotage de l'engagement. Alors, pour la petite anecdote, JubiWe, donc avant de monter JubiWe, que j'ai cofondé il y a 3 ans et demi, j'étais data analyst. Et en fait, l'idée de JubiWe, elle m'est venue parce que donc moi, mes clients auparavant, c'était des directions marketing de grands groupes principalement. Et c'était de leur expliquer comment, à partir de données qu'on collecte sur des utilisateurs, sur des clients, avec plein de cookies en fait, qui sont sur les sites ou sur les applications, on peut personnaliser les interactions, donc une page web, un produit, une newsletter, etc. L'idée de JubiWe, c'était, en fait, aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui personnalisent plus les interactions avec leurs clients qu'avec leurs propres employés. Et donc, on a voulu lancer un produit qui permet de contextualiser les interactions et l'expérience au travail qu'on propose à ces équipes. Alors, donc l'engagement, c'est un sujet en fait qui ne se caractérise pas de la même manière selon les personnes à qui on parle et selon les personnes qu'on regarde dans l'entreprise. Donc typiquement, quand vous regardez le sujet de l'engagement côté employé, une des problématiques qui revient le plus souvent, c'est j'ai l'impression que mes problèmes personnels, que mon contexte personnel n'est pas pris en compte dans les décisions qui sont prises par l'entreprise. Donc, soit de temps en temps, on va me demander de répondre, par exemple, à une enquête d'engagement, justement, qui va être peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans. Je vais y répondre et c'est des questions qui sont hyper standards, qui ne concernent pas forcément mon quotidien. Et j'ai l'impression que derrière, il n'y a rien qui se passe pour vraiment changer les informations que j'ai données. Je ne peux pas forcément m'exprimer auprès de mon manager. Alors, il y a des gens qui vont le faire de manière hyper spontanée, il y a des gens qui ne vont pas le faire parce qu'ils ont peur que ça les discrimine si jamais les retours qu'ils font au management ne sont pas les bons. Et puis ensuite, côté manager, il y a un sujet qui est comment est-ce que je fais pour motiver mon équipe. Les managers, ils ont plein de problématiques à traiter, souvent des sujets de performance. Et ils nous disent, on est hyper sollicité sur des sujets de performance, sur des sujets de gestion d'équipe, mais on n'est pas du tout équipé sur la partie gestion d'équipe, justement. Et donc, vous le savez, il y a plein de gens qui se retrouvent managers sans avoir forcément émis le souhait de l'être. C'est juste que c'est un petit peu la force des choses qui fait que quand on est dans l'entreprise depuis un certain temps et que ça ne se passe pas trop mal, en général, on nous propose un poste de manager. Ou alors qui arrivent à cette position-là, mais sans avoir été bien formés. Donc, il y a eu peut-être 1 ou 2 formations, mais qui ne permettent pas de vraiment prendre au quotidien ce rôle qui est complètement nouveau. Et puis, le dernier point, c'est qu'ils ne sont pas incentivés. Donc, encore une fois, sur la partie performance, vous allez avoir tout un tas d'indicateurs qui disent est-ce que vous avez atteint ou pas vos objectifs. Mais sur la partie gestion d'équipe, il n'y a pas de choses qui vont récompenser les bons ou les bons managers ou ceux, en tout cas, dont l'équipe estime qu'ils ont bien fait leur travail de gestion d'équipe. Sur la partie RH, souvent, le sujet de l'engagement, il y a trop d'informations à prendre en compte là-dessus. C'est que les RH, évidemment, il y a plein de sujets à gérer. Il y a la paye, il y a le recrutement, il y a le social, il y a la relation avec les partenaires sociaux. Et il y a ce sujet de l'engagement qui est devenu un peu une injonction ces dernières années pour ceux d'entre vous qui travaillent en tant que RH. Vous avez forcément vu venir la vague qui maintenant est énorme. Et en fait, c'est un sujet qui est tellement multiforme et qui est tellement énorme que on se dit, j'ai pas forcément le temps de le prendre. J'ai pas forcément, alors soit j'ai pas assez de données pour vraiment faire un travail hyper contextuel, hyper qualitatif sur ces sujets-là, soit au contraire, j'ai tellement de données dans tous les sens que je sais pas forcément comment les exploiter et quoi en faire. Et puis, dernier point et non des moindres, j'ai pas forcément de budget hyper extensible pour traiter tous ces sujets-là. Donc, le premier point, et nous, alors surtout en 2016-2017, quand on s'est lancé, la première question qui venait quand on allait voir les entreprises, c'était OK, mais le désengagement ou l'engagement, c'est bien joli, mais est-ce que ça a un impact sur les résultats? C'est quoi le retour sur investissement d'une politique sur l'engagement ou plutôt le coût d'opportunité de ne pas traiter le désengagement? Et du coup, on avait tellement cette question qui revenait qu'on a créé un outil qui s'appelle le Cruncher et vous pouvez y aller et le tester sur votre entreprise. C'est cruncher.jubilee.com.
En gros, vous rentrez le nom de votre entreprise et vous remplissez ensuite des variables sur le nombre d'employés qu'il y a, le salaire moyen, le turnover moyen, etc. Et ça va vous calculer le coût du désengagement. Pour faire rapide, en gros, les grands éléments qui vont rentrer en compte là-dedans, c'est le coût des démissions, de l'absentéisme et de la baisse de motivation qui va impacter la performance des employés. Et à partir de ces éléments-là, vous pouvez, évaluer à combien le désengagement vous coûte chaque année dans votre contexte à vous. Et surtout, souvent, c'est une bonne porte d'entrée quand vous, par exemple, en tant que RH, vous êtes convaincu, vous avez envie de travailler sur ces sujets, vous avez des collègues ou des amis qui travaillent sur ces sujets-là dans leurs entreprises, mais vous n'arrivez pas forcément à convaincre votre direction ou votre DAF, tout simplement, sur en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes, quel est l'intérêt de travailler sur ces initiatives-là? C'est intéressant d'intégrer le prisme monétaire, tout simplement, et du coût de ces sujets de désengagement. Alors, un point en fait qu'on a voulu mettre en avant, c'est un petit peu les lieux communs et les gros écueils que les entreprises rencontrent quand elles veulent s'attaquer au sujet du désengagement. Et un des premiers sujets et dont les personnes qui travaillent en RH et qui sont un peu passionnées et qui ont vraiment envie de travailler sur ce sujet de l'engagement ne se rendent pas forcément compte, c'est que l'engagement, ce n'est pas du tout un sujet qui est engageant pour le commun des mortels. Et moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Donc, Julie, oui, ça fait 3 ans et demi que je travaille sur l'entreprise. Et 1 an après avoir lancé l'entreprise, donc j'avais déjà vraiment plusieurs fois pitché le concept chez moi, à ma femme, etc. Je rentre chez moi, donc en fin 2017, je prépare une intervention que j'avais le lendemain. Et il y a ma femme qui passe dans le couloir et qui m'écoute présenter le truc. Et elle me dit, écoute, et elle travaille dans un grand groupe. Elle est employée dans un grand groupe. Et elle me dit, écoute, Thibaut, je te l'ai jamais dit, mais pour ton info, l'engagement, c'est vraiment pas un sujet qui est passionnant, quoi. Pour moi, pour mes collègues, quand je leur explique que je dis oui et que je leur parle d'engagement, ils savent même pas à quoi je fais référence. Ils ont l'impression que c'est un espèce de concept un peu fumeux, RH. Et moi, quand j'entends engagement, je pense aux espèces de grosses enquêtes annuelles auxquelles on répond et qui mettent une demi-heure avec 100 questions hyper barbantes auxquelles je vais répondre et dont je ne vais jamais entendre parler derrière. Donc, le premier truc, c'est l'engagement, c'est un peu jargonneux. C'est un sujet qui est hyper RH. Et si vous voulez impliquer vos employés là-dedans, c'est hyper important d'inclure vos managers dans la démarche et d'en faire non pas un sujet RH, mais un sujet qui est opérationnel et qui va impacter le quotidien de vos équipes. Et donc, il y a 2 gros sujets principaux à aborder quand on regarde les solutions qui existent. Le premier, c'est le sujet de l'adoption. Donc, l'adoption, c'est justement, moi, en tant qu'employé, si j'ai une démarche où on va m'interroger régulièrement sur ce que je pense de mon entreprise, ça va être le taux de réponse, tout simplement. C'est le taux de réponse. Si on m'interroge plusieurs fois dans l'année, c'est le taux de rétention. C'est est-ce que je vais revenir et est-ce que je vais prendre la peine, est-ce que je vais prendre du temps, moi, sur mon quotidien pour aller dire ce que je pense de tel ou tel sujet. Quand je suis manager, quand je suis RH, c'est est-ce que je vais prendre le temps de m'approprier les résultats, de les restituer à mon équipe et de leur donner des billes sur ce qui est remonté et comment est-ce qu'on va traiter les sujets ensemble. Donc, il y a un vrai sujet d'adoption et qui est le premier à traiter, c'est de dire comment est-ce que j'en fais quelque chose qui donne envie aux gens, dans lesquels les gens ont envie de s'impliquer et pas simplement un sujet RH dont les gens ont l'impression qu'on leur impose. Et la deuxième partie, évidemment, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas être simplement dans la posture, c'est-à-dire j'ai des mesures dans tous les sens sur l'engagement, sur comment les gens se sentent, mais j'ai tellement de données qui n'est pas structurée que je n'arrive pas à la traiter pour en faire quelque chose derrière. Et donc, comment est-ce que je passe simplement de la mesure à l'action? Et c'est là-dessus que les gens vont vous attendre, évidemment. Donc, souvent, quand nous, on arrive chez un prospect ou chez un client avant de mettre en place Julie, c'est quoi le process qui est en place? Souvent, il y a des choses en place, c'est déjà le premier point. C'est que souvent, il y a des choses en place, mais sur un process qui est hyper linéaire. C'est-à-dire que, encore une fois, dans une temporalité qui est donnée, 1 fois par an, 1 fois tous les 2 ans, 1 fois tous les 3 ans, je vais interroger en 1 fois tous mes employés sur les mêmes questions qui sont des questions standardisées. Et ensuite, je vais avoir des consultants qui vont bosser dessus, mes consultants et mon équipe RH, qui va bosser dessus pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et parfois jusqu'à 6 mois, pour ensuite faire une sorte de grand ramdam corporate où je vais présenter les résultats de mon équipe. Et dans le meilleur des cas, je vais demander à mes managers de restituer les résultats dans leur équipe. Et qu'est-ce qui se passe côté employé? Il se dit « Ah oui, alors attends, c'est le truc auquel j'ai répondu il y a 6 mois, je me souviens plus ce que j'ai répondu.
Je me souviens plus en quoi, à l'époque, si j'avais répondu non, en fait, pourquoi j'avais répondu non, si j'avais répondu oui, pourquoi j'avais répondu oui. Et puis, c'était des questions qui me paraissent hyper loin de mon quotidien. Alors que le process idéal, c'est d'avoir quelque chose qui est continu, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, on va dire, la grosse Bertha une fois de temps en temps, bah, vous allez avoir une politique des petits pas, on va vous interroger sur des choses qui sont contextuellement pertinentes pour vous. Donc, si vous êtes stagiaire, vous n'aurez pas forcément les mêmes questions que si vous êtes directeur. Si vous êtes développeur, vous n'aurez pas forcément les mêmes questions que si vous êtes à la SNCF et que vous travaillez sur le terrain. Et donc, il faut contextualiser, il faut rendre ça continu et surtout, il faut que ce soit du temps réel pour les personnes qui vont lire les résultats, pour les personnes qui vont s'approprier ce qu'ont répondu les équipes. Parce qu'il n'y a rien de pire que s'exprimer et avoir les résultats et avoir un retour sur ce qu'on a dit plusieurs mois plus tard quand on ne sait plus ce qu'on avait dit à l'époque. Le deuxième point, donc le premier point sur l'engagement, c'est qu'on a mal habitué les employés et donc il faut les impliquer en ayant un process qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus contextuel et qui est beaucoup plus en temps réel. Le deuxième point, c'est justement de ne pas en faire une affaire purement RH. Alors, Aurélie, tout à l'heure, dans le tableau que tu avais dressé, tu disais, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur le manager. Et c'est marrant parce que moi, mon expérience d'avoir parlé à des centaines et des centaines de directions de ressources humaines et de managers, c'est que justement, souvent, le ressenti, c'est que les RH ont l'impression que c'est un fardeau qui repose énormément sur leurs épaules, ces sujets d'engagement, parce que le premier réflexe des directions en général, c'est de se dire engagement, démission, sujet RH, hop, merci de vous en occuper. Et que les managers sont souvent, alors les managers de proximité, les RH de première ligne, sont souvent un peu les grands oubliés de ces sujets-là. Et leur rôle, ça va se cantonner à juste dire, voilà, merci on a déroulé un truc au niveau groupe, merci d'expliquer vos résultats dans votre équipe et de faire une restitution. Du coup, c'est souvent fait hyper à reculons parce qu'on ne les a pas du tout impliqués dans le process. Et nous, notre message, c'est que justement, il faut au maximum impliquer les managers, faire en sorte qu'ils puissent eux-mêmes choisir les questions qui vont être posées, la fréquence avec laquelle ça va être fait, que ce soit eux qui soient en charge des feedbacks réguliers. Donc, par exemple, les team meetings dont vous parlez chez Assess First, c'est évidemment une bonne pratique. Vous avez forcément déjà des process qui sont mis en place pour faire des points d'équipe. Et dans ces points d'équipe, incluez systématiquement des sujets de retour aux employés sur votre ressenti, la manière dont on va répondre aux problématiques qui ont été remontées. Et n'en faites encore une fois pas un sujet RH uniquement, mais un sujet opérationnel. Typiquement, alors ça c'est un petit exercice qui est assez intéressant. Quand on demande aux gens, et nous on a fait une enquête sur plusieurs milliers de managers, qu'est-ce qu'on attend d'un manager? Et on est parti d'une définition qui était, c'est une définition assez consensuelle, Harvard Business Review, un manager est responsable de mener la performance d'un groupe de personnes. Et quand on demandait aux gens, à votre sens, qu'est-ce qui fait quel est le rôle principal d'un manager, il y avait beaucoup d'emphase qui était mise par souvent le top management sur la partie performance, donc avec tout un tas de process qui sont mis en place, des outils, des revues de performance, la recherche d'efficacité évidemment, mettre en place des incentives, donc donner envie aux managers, aux gestionnaires d'équipe de dépasser leurs résultats. En revanche, quand on demandait toutes les autres personnes, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient hors top management, ce qu'elles mettaient en avant principalement, c'était mener un groupe de personnes. Et donc, vous en avez forcément entendu parler, c'est un petit peu la manière dont le management aujourd'hui est plébiscité. C'est comment est-ce qu'on inspire, comment est-ce qu'on mène une équipe, comment est-ce qu'on contextualise. Et donc, comment est-ce qu'on fait la jointure entre cette notion de performance et cette notion de leadership d'humain, en fait, d'un groupe de personnes. Et du coup, ça nous amène au dernier point, c'est comment est-ce qu'on organise le passage à l'action, comment est-ce qu'on fait pour ne pas rester simplement dans une logique de mesure, donc dans une posture où en fait on a une sorte d'oreille corporate où les gens vont s'exprimer et ensuite derrière ils ont l'impression qu'il ne se passe rien. Ça ne suffit pas en fait d'envoyer un Google Form de temps en temps, d'envoyer un Google Form, un Microsoft Form, un SurveyMonkey ou ce que vous voulez, parce que si derrière vous n'arrivez pas à gérer le flot d'informations qui vient, si vous n'arrivez pas à faire ressortir des données qui sont pertinentes équipe par équipe, département par département, ancienneté par ancienneté, zone géographique par zone géographique, vous allez vous retrouver à faire des choses qui sont standardisées. C'est ce que nous, on appelle le bulldozer corporate. Donc, une fois tous les 2 ans, vous allez mettre en place des grosses politiques, stratégies people.
mais qui en fait ne vont pas résonner pour l'immense majorité des employés. Et c'est ce qui fait que nous, quand on arrive et qu'on pitch parfois des prospects, ils nous disent « mais je ne comprends pas, ça fait des années, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que je fais des enquêtes d'engagement chez moi, et ça fait 20 ans que mes résultats dégringolent. Pourtant, je fais tout ce qu'on me dit de faire. Je bosse avec les plus gros du marché. Je fais des enquêtes worldwide qui sont parfaitement adaptées pour chaque pays. Ensuite, je bosse avec les meilleurs consultants pour générer des plans d'action. Ensuite, je le déroule et je le fais expliquer à mes employés. Et pourtant, année après année, je vois mon score qui dégringole. Et la raison pour ça, à notre sens, c'est que vous n'êtes pas assez contextuel, vous n'êtes pas assez local en fait, dans la manière dont vous faites la répartition des tâches. Et vous ne vous posez pas assez la question de comment est-ce que je passe de la mesure à l'action, pas simplement dans la posture et dans le discours, mais comment est-ce que j'implique les gens. Vos employés, ils sont tout à fait capables d'entendre qu'il y a un problème, vous n'êtes pas censé avoir la solution et la science infuse, mais par contre, impliquez-les et demandez-leur comment eux, ils auraient répondu à ce problème. Qu'est-ce qu'eux auraient fait dans leur contexte pour répondre à ces problématiques. Pas mal de lieux communs. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de lister quelques lieux communs et quelques objections qu'on entend assez régulièrement. La première, c'est alors mes managers ne sont pas assez matures. C'est-à-dire qu'on explique voilà, il faut impliquer vos managers, il faut leur donner des outils pour qu'ils puissent piloter leurs équipes sur les sujets humains et stratégiques humains. Et on nous dit ouais, mais mes managers, ils ne sont pas assez matures en fait. Ça, souvent, ce que ça cache, c'est moins de l'immaturité côté managérial, mais plus pour nous, une sorte de frayeur souvent de la part des porteurs de projets d'engagement. Donc, parfois, c'est des RH, parfois, c'est du top management qui n'ont pas forcément envie de déléguer justement trop auprès des managers ou qui ne se sentent pas eux-mêmes à l'aise sur ces sujets et qui se disent que leurs managers ne le seront forcément pas. On n'a jamais eu, et pourtant, on a travaillé avec des entreprises dans tous les secteurs, à tous les stades pour le coup, de maturité sur ces sujets d'engagement, avec parfois des conflits sociaux qui étaient avancés ou d'autres dont on a l'impression qu'elles ont vraiment une culture hyper forte de ces sujets. Et ça n'a jamais été négatif d'impliquer au maximum les managers de proximité et les RH de première ligne dans ces initiatives. Le fait de ne pas avoir le temps, pareil, c'est un grand classique. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces sujets. Alors, premièrement, vous avez sûrement déjà le temps parce que vous le faites déjà d'une manière ou d'une autre et vos managers le font déjà dans les points d'équipe d'une manière ou d'une autre. Mais s'il n'y a pas de données sur lesquelles s'appuyer et si ça se fait simplement sur un sujet d'intuition managériale, ça c'est quelque chose qu'on entend énormément en France. Il y a des bons managers, il y a des mauvais managers. Bah voilà, c'est comme ça. Les bons managers, ils ont un don du ciel et puis les autres, ils sont condamnés à être des mauvais managers pour le restant de leur jour. C'est faux en fait. On peut prendre des données, on peut avoir typiquement, pour faire le lien avec la prochaine, des gens qui disent moi je sais déjà ce que pensent mes employés, ça ne sert à rien que je leur demande leur avis. Pareil, en fait, vous allez souvent entendre les mêmes personnes qui vont s'exprimer, ceux qui parlent le plus fort, mais vous n'allez pas avoir un système démocratique, si vous n'interrogez pas vos employés, qui permet de savoir exactement où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette et où est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous performez très bien dans votre équipe. On a déjà une enquête Google Forms SurveyMonkey. Alors ça, c'est hyper bien. Si vraiment vous avez une structure derrière en place, si vous avez les moyens et si vous avez la structure pour prendre les résultats, les analyser, les segmenter, les décortiquer et ensuite mettre en place des initiatives à un niveau local, c'est super bien. Souvent, ce qu'on constate, surtout dans des entreprises de taille intermédiaire ou des grands groupes, c'est qu'il n'y a pas forcément ni la structure en place, ni la volonté d'avoir des gens qui travaillent quasiment à temps plein sur ces sujets-là. Et du coup, il y a tout un tas d'outils qui sont faits pour vous mâcher le travail de l'analyse et vous accompagner sur l'après, c'est-à-dire comment je passe à l'action. Et puis, le dernier point, on en a un petit peu parlé au début, comment justifie mon retour sur investissement? C'est une question qui est légitime et c'est une question à laquelle vous devez pouvoir apporter une réponse. Pareil, il y a plein de modèles, plein d'enquêtes qui ont été faites sur ces sujets-là. Nous, on propose un outil, mais il y en a plein qui existent s'il ne vous plaît pas. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir justifier le retour sur investissement parce qu'il y a une inertie, c'est-à-dire que si vous ne travaillez pas sur ces sujets, à un moment, le coût que ça va vous coûter à votre entreprise est bien plus important que le temps passé pour mettre en place une vraie stratégie là-dessus. Et concrètement, donc, nous, chez Julie Oui, notre approche, c'est quoi? Suivre en continu les attentes et le ressenti des équipes. On est un outil qui est conçu pour des opérationnels. Donc, encore une fois, ce n'est pas un outil pour les experts, c'est un outil qui est fait pour les opérationnels en premier lieu. Identifier les axes qui sont importants et les trous dans la raquette sur lesquels je vais devoir consacrer du temps et me concentrer avec mon équipe. Et puis, proposer des solutions ciblées et donc contextuelles aux RH et aux managers à l'échelle et donc pas simplement au niveau groupe.
Avec, donc, pareil, alors ça, ce sont nos cas d'usage, mais je pense que c'est une bonne manière, même si vous travaillez avec d'autres prestataires ou vous faites la démarche vous-même, c'est intéressant de vous demander ce que vous faites. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez prendre l'engagement, c'est un sujet qui est tellement vaste, c'est comme le big data. Vous pouvez le traiter de toutes les manières que vous voulez. Et donc, d'avoir un angle d'attaque, soit vous avez un angle qui est généraliste, donc on va dire, moi, je veux traiter de l'engagement et ça va parler, tout à l'heure, tu parlais de Gallup, Aurélie, ils ont décomposé, il y a 12 grands leviers qui sont généralement acceptés sur l'engagement et vous traitez ces 12 leviers. Soit vous pouvez aussi travailler sur l'engagement, mais d'une partie de la population ou d'un moment dans l'expérience collaborateur, pour les stagiaires et les apprentis, quand vous avez une grosse transformation, quand vous voulez améliorer votre onboarding, vos espaces de travail. Et typiquement, en ce moment, évidemment, un des gros cas d'usage que nous, on a, c'est avec la crise sanitaire. On a créé un cas d'usage là-dessus pour le confinement et puis maintenant pour le déconfinement. Ça a des impacts énormes et on va y venir un petit peu sur comment la crise ça a impacté la gestion de l'engagement et le recrutement. Ça a beaucoup fait évoluer les mentalités de notre expérience. Et ça peut être un cas d'usage. Il ne faut pas forcément vouloir tout faire à la fois. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas forcément encore prêt ou qu'il y a encore un travail à faire pour convaincre, prenez un sujet dont vous savez que vous allez pouvoir en faire un cheval de bataille, traitez-le. Par exemple, stagiaire apprenti, souvent, c'est un cas idéal parce que y a quelques budgets sur les relations écoles, que c'est des populations qui ont hyper envie de s'exprimer. Et du coup, vous allez pouvoir avoir un cas d'usage interne qui permet de dire, regarde, on a réussi à mettre en place tout un tas de choses qui nous permet d'améliorer notre classement Happy at Work ou Happy Training, qui nous permet de la meilleure rétention de stagiaires, qui nous permet d'avoir un meilleur engagement sur ces populations et ensuite de pouvoir l'élargir. C'est bon pour moi. Ensuite, on s'était dit qu'on allait faire un petit point sur comment la crise sanitaire a changé ces grands enjeux. Je ne sais pas, Aurélie, si tu veux dire un mot. Nous, au niveau de l'engagement, on a dû s'adapter forcément pendant cette période. Il y avait une des questions justement un peu précédemment qui disait comment est-ce qu'on fait pour engager sur le long terme. Je pense que de ton côté, tu as très bien répondu à cette question. Et à mon avis, tu me diras si je me trompe, mais c'est d'autant plus important dans cette période où on est hyper loin les uns des autres. Et je sais que nous, par exemple, chez Assess First, le fait justement d'être… on est très proches, il y a une cohésion qui est très forte chez Assess First, c'est le fait qu'il y ait cette distance. Ça peut avoir un impact pour beaucoup, en tout cas sur l'engagement, la motivation et aussi sur la diffusion, la mission. Ça fait partie, se reconnaître dans la mission à distance, c'est plus compliqué aussi. Donc nous, ce qu'on a pu mettre en place pendant cette période-là pour que ce soit plus facile, c'est qu'on a fait, toujours pour maintenir des moments privilégiés de team, c'est faire des apéros visio tous les jeudis. C'est obligatoire. Tout le monde participe aux apéros visio du jeudi soir. Il y a des activités de team building comme on pouvait le faire avant qui sont même plus fréquentes, que ce soit des moments de formation, des activités cuisine, etc. Nos fondateurs ont énormément communiqué pendant cette période, beaucoup plus que ce qu'ils ne faisaient à l'origine, que ce soit sur la manière dont ils ont pu gérer la crise, sur le chômage partiel, sur la manière dont ça allait être payé sur les factures, sur nos bulletins de paye, sur faire des rappels aussi sur la mission, sur nos valeurs. C'est hyper important de toujours être rattaché à cet objectif commun. Donc nos fondateurs étaient beaucoup plus présents que quand on était au bureau, ça c'est clair, je l'ai remarqué. On fait aussi des enquêtes comme ce que Thibaut pouvait dire un peu plus tôt, mais on les a davantage exploitées pendant cette période en faisant des feedbacks réguliers aux équipes, plus réguliers qu'en tout cas que quand on était au bureau. En fait, on communique davantage. J'ai l'impression que c'est le truc qui a changé, c'est qu'on communique plus qu'avant. Ouais, en fait, nous, on a interrogé. En fait, la période était assez folle de notre côté parce que on a ouvert gratuitement, je dis oui, sur le cas d'usage crise sanitaire au début du confinement, le premier ou le deuxième jour. Et en un mois, on a plus que doublé notre base d'utilisateurs des 4 années précédentes. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que, alors, il y avait tout un tas d'entreprises qui étaient en réflexion sur, tiens, je voudrais mettre en place des sujets sur l'engagement, je voudrais impliquer plus mes équipes, pas seulement mes équipes RH, mais aussi mes équipes managériales, etc., qui ne se sentaient pas prêtes. Et le confinement a accéléré en fait beaucoup cette mise en place et ces interrogations en disant, mes managers, d'une manière générale, moi, j'étais assez convaincu qu'ils avaient besoin de plus d'outils. Mais en plus, aujourd'hui, ils ont des équipes qui ne voient pas physiquement, qui sont hyper éclatées. Et en plus, qui sont dans un contexte de travail qui est tout à fait nouveau.
Donc, je pense que ça a vraiment accéléré et des entreprises qui n'étaient pas forcément… les entreprises qui étaient déjà dans ces sujets d'engagement, elles consolident les budgets. Et d'ailleurs, c'était une question qu'on avait, nous, sur le marché, c'était est-ce que les premiers budgets qui vont sauter, c'est les budgets d'engagement? On n'espérait pas. On se disait, on ne sait pas comment le marché va réagir. En réalité, les entreprises qui avaient déjà des politiques là-dedans, elles ont vraiment renforcé et on va dire, sanctuarisé les budgets sur l'engagement parce que, en fait, on a ces employés, ils sont à distance. Comment est-ce que je fais pour m'assurer que les gens sont alignés avec ma mission, sont impliqués au quotidien? C'est encore plus dur quand je ne les vois pas. Et donc, on a constaté vraiment un renforcement et pour celles qui n'étaient pas encore, une accélération. Et donc, je pense que c'est un sujet qui s'est bien évangélisé avec la crise. Pourquoi? Parce que les bureaux vont changer, parce que les équipes sont de plus en plus à distance, parce que la communication interne, et ça, on a fait une grosse enquête pendant la crise, et le premier sujet qui est remonté, tu as raison de le souligner, Aurélie, c'est la communication. Je crois je l'ai mis un petit peu plus bas. Les grandes tendances qui sont remontées, c'est ça. C'est comment est-ce que je fais pour… Ah oui, il y avait un sujet, c'était la déconnexion pour ceux qui étaient en télétravail. C'est de dire, en fait, je suis jamais au bureau, mais du coup, je suis tout le temps au bureau parce que je bosse chez moi. Et donc, comment est-ce que je fais pour gérer le pro et le perso? Donc, il y avait un vrai sujet de déconnexion. Comment je fais pour rester motivé? Donc, pareil, je bosse dans ma cuisine, je bosse dans la chambre d'amis. Comment est-ce que je fais pour rester motivé quand mon collègue, c'est mon partenaire, mon coloc, etc. Et puis, le premier sujet qui remontait sur la manière dont les entreprises géraient la crise, c'était la communication. C'est qu'on dit, les gens en général disaient, ma boîte communique énormément de manière très top-down, c'est-à-dire le top management va dire OK, voilà ce qu'on fait sur les masques, voilà ce qu'on fait sur le gel, voilà ce qu'on fait machin. En revanche, comment est-ce que mes process à moi, mon département est impacté? Comment est-ce que moi, mon quotidien va changer? Il y avait un grand manque de communication. Et ça, c'est un vrai point. Typiquement, alors ça, c'est plus peut-être côté Assess First, mais on a remarqué que sur les personnes qui s'occupaient du recrutement, ou qui étaient en process de recrutement pendant la crise, il y avait une tendance, les gens disaient je me fais ghoster par mes recruteurs souvent parce que évidemment il y a une incertitude, je ne sais pas à quel point mes budgets pour recruter vont rester les mêmes ou pas, et du coup des gens qui disaient moi je devais commencer dans un mois, je devais commencer dans 2 mois, j'étais en fin de process pour une embauche, j'ai plus de nouvelles, je reçois plus de non, nouvelles. je suis désolée, c'est une excuse pourrie. Un recruteur qui fait ça, non, je suis pas d'accord. Évidemment, mais en tout cas c'est quelque chose qui est remonté dans les gens qui étaient en process. Et c'est vrai que c'était assez fou. Il y avait un sujet d'isolement. Les gens disent, évidemment, c'est les interactions. Et du coup, d'autant plus important d'avoir des rituels d'équipe informels, même en visioconférence. Et puis les distractions à la maison, notamment pour les jeunes parents. Qu'est-ce qu'on a découvert? 25% des gens estiment que le travail à distance impacte leur motivation. Donc ça, c'est un sujet que les entreprises vont devoir prendre à bras-le-corps et encore une fois, impliquer les employés là-dedans parce que l'engagement empathie, mais en même temps, a priori, et nous, ce qu'on voit, alors nos clients sont plutôt de grandes entreprises, hein, mais ce sujet de travailler en remote, a priori, c'est là pour rester. C'est là pour rester au moins pendant un long moment. Et de toute façon, pardon, quand je dis ça impacte ma motivation, ce n'est pas que pour les personnes en remote, c'est également pour les personnes qui doivent aller travailler mais dont les collègues sont en remote, ou les personnes qui sont au chômage partiel, ça va sans dire. Et donc, encore une fois, adapter sa communication, adapter sa politique d'engagement en fonction de est-ce que j'ai des personnes qui sont sur le terrain, est-ce que j'ai des personnes qui sont chez elles et qui bossent à la campagne ou à Paris dans des petits studios, est-ce que j'ai des personnes qui sont en chômage partiel et du coup, pas perdre le contact et pas perdre le lien avec elles. Il faut adapter et pas avoir une espèce de politique hyper standardisée. Et les tendances pour après, nous, ce qu'on voit de manière hyper claire, hein, hyper limpide, c'est la modification des espaces de travail, réduction des espaces de travail en termes d'espace. Beaucoup de nos clients nous disent on n'imagine pas que toutes nos équipes vont revenir bosser à la Défense ou que toutes nos équipes vont revenir s'entasser dans nos bureaux. Donc, à minima, étendre le télétravail et même probablement le mettre plutôt sur une base de volontariat, c'est-à-dire que les gens viendront 1 fois, 2 fois dans la semaine au travail. C'est quelque chose qu'on entend, y compris pour des boîtes qui n'auraient jamais imaginé ça auparavant. De réaménagement des bureaux existants, donc prendre plus petit, les permettre d'avoir une plus grande distanciation, de ne pas forcément avoir des bureaux fixes, mais qui puissent se mouvoir beaucoup plus facilement. La mise en place d'outils pour faciliter le travail à distance, évidemment, pour faciliter la communication manager-manager. Et puis, juste, en fait, de la délégation. Ça, c'est un sujet qui remonte le plus souvent, c'est avoir
une prise de décision qui est moins centralisée, qui est moins top-down, parce que comme on est dans un climat de grande incertitude, de donner plus de responsabilité, plus d'ownership au management intermédiaire, aux échelons intermédiaires qui vont représenter l'entreprise dans leur contexte. Donc ça, c'est les grosses tendances qu'on voit. Je ne sais pas si toi, t'en vois sur la partie Assess First. Nous, sur le côté bureau, volontariat, à mon avis, c'est ce vers quoi on va tendre. Déjà, nous, on reste en full remote jusqu'à septembre. Et de toute façon, ça va dépendre de la situation. Comme tu l'as dit, on est en pleine incertitude. Donc, au jour d'aujourd'hui, je sais qu'on reprend potentiellement le retour du bureau pour certains, pour ceux qui le veulent, le 1er septembre, mais ce n'est même pas garanti. Donc, honnêtement, parler de tendance, pas encore, quoi. Qui vivra verra. Je vois qu'il y a des questions qui ont été posées. Comment fais-tu pour maintenir l'engagement sur la durée? L'engagement sur la durée, c'est un peu ce dont on a parlé, mais les grands piliers, hein, c'est pas compliqué. Responsabilisez vos opérationnels, management intermédiaire, RH de première ligne. Faites des points réguliers, faites pas ça seulement une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans. Parlez vrai et parlez concret avec vos employés, impliquez-les dans la résolution des problèmes. Ne pensez pas que de mettre les sujets sous le tapis, ça va juste les faire disparaître. Ça paraît hyper trivial quand je le dis, mais on le voit tellement que ça va mieux en le disant. Et puis faites-vous confiance. Faites confiance à vos managers, faites confiance à vos employés, faites confiance à votre organisation et faites confiance, s'il vous plaît, à vos partenaires sociaux. Faites pas des trucs dans votre coin en disant je vais gérer ça moi dans ma tour d'ivoire et puis ensuite tout le monde va adorer la mise en place de cette politique d'engagement. L'engagement, personne n'en a rien à faire dans la vraie vie. Ce qui les intéresse, c'est comment est-ce que mon quotidien va être impacté. Donc soyez plus concret, soyez plus proche des premières lignes. Comment gérer l'écart et le risque déceptif entre les attentes ou suggestions remontées par les collaborateurs et les marges de manœuvre généralement limitées du management pour y répondre? Premièrement, faites pas d'erreur. L'erreur de débutant, c'est de poser des questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse. Genre, typiquement, vous avez des bureaux à Saint-Denis. Je dis ça parce que c'est un truc qu'on a vu. J'ai des bureaux, je suis une grosse entreprise, start-up française, machin, j'ai des bureaux à Saint-Denis. Et vous posez une question, êtes-vous satisfait de l'emplacement des bureaux? Et puis les gens vont dire non, moi j'aime pas du tout aller à Saint-Denis. Le problème, c'est que l'entreprise n'a aucun projet de déménager. Vous vous tirez une balle dans le pied. Donc, premièrement, posez pas des questions dont vous savez à l'avance que de toute façon, vous n'avez aucune latitude pour le résoudre. C'est vrai pour cet exemple qui est un peu caricatural, mais même si vous êtes manager, posez pas une question sur laquelle les clés de la réponse, par exemple, est-ce que vous estimez être assez bien payé? Si vous, en tant que manager, vous n'avez pas la modalité de changer les salaires de vos équipes, posez pas cette question parce que c'est une question plutôt qui doit être posée côté RH ou côté top management. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est encore une fois, faites confiance aussi aux employés et impliquez-les dans la résolution des problèmes. Ils comprennent bien et ils comprennent toujours que vous n'avez pas une baguette magique qui va vous permettre d'un seul coup de résoudre tous les problèmes. En revanche, ce qu'ils attendent, c'est de la transparence et c'est de l'honnêteté. C'est que si vous les interrogez, parlez-leur des résultats, expliquez-leur les problèmes, dites-leur on a un problème sur ce sujet, on ne sait pas forcément par quel bout prendre le problème. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Essayez de comprendre le problème dans le détail parce que c'est comme ça que vous allez prendre des initiatives hyper pertinentes. Voilà. Et puis sinon, faites appel à des experts. Faites appel à des experts. Il y a des gens qui sont experts sur ces sujets. Si vous bossez dans un grand groupe, faites aussi confiance à des indépendants ou à des petites structures. Passez pas forcément par les gros mastodontes qui sont chers et qui ils font bien le boulot, mais qui sont chers. Et évidemment, vous n'avez pas le budget pour mettre un expert derrière chaque équipe. Donc faites aussi confiance à des solutions auxquelles vous n'avez pas forcément pensé auparavant. Nous, c'est exactement ce qu'on a fait, par exemple, pour notre process d'onboarding dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Clairement, ça vient d'une démarche collective puisque c'était autour d'une activité team building où on a demandé à chaque collaborateur de participer et de donner leurs idées sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place concrètement pour avoir un process d'onboarding beaucoup plus optimisé, plus sympa, une expérience d'intégration plus sympa. Et ce qui peut générer de la frustration à l'issue de ça, c'est déjà ne pas les tenir au courant de ce qu'on fait, de ces informations. C'est exactement ce que Thibaut disait tout à l'heure. C'est bien de lancer un truc, mais si derrière, il n'y a que dalle qui se passe, c'est hyper frustrant. Surtout sur des projets comme ça qui peuvent vraiment impacter le quotidien d'une nouvelle personne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une équipe projet de 4 personnes et on les a tenus au courant au fur et à mesure de ce qu'on pouvait mettre en place. On leur a fait une présentation finale sur... Et même s'ils ne sont plus vraiment concernés, puisque c'est les nouveaux collaborateurs qui seront impactés par ce process d'onboarding, mais c'était important de communiquer à toutes les personnes de l'entreprise qui ont participé à ce projet
bah voilà à quoi va ressembler le nouveau process d'onboarding. On a créé des channels Slack dans lesquels ils pouvaient poster des idées, même après l'activité de team building, au cas où ils avaient envie de continuer à participer, etc. Donc, la communication, honnêtement, ça revient à toutes les étapes de l'engagement. Et c'est toujours un peu frustrant de donner une réponse comme ça parce qu'on a l'impression qu'on dit des lieux communs. C'est comme les gens qui disent ah, vous verrez, je sais pas, tel jour super bien, ça va passer très. Quand vous êtes content, ça passe vite ou la vie, ça passe. En fait, c'est des lieux communs qu'on a tellement entendus, on a l'impression que c'est faux. Et en fait, c'est vrai. La communication, c'est vraiment le pilier numéro un pour faire en sorte que votre démarche d'engagement, votre stratégie d'engagement fonctionne. Et juste pour compléter un petit point là-dessus, nous, on mesure l'évolution de l'engagement entre le moment où on met en place du BOE et un an plus tard, 2 ans plus tard, etc. Pour moitié, quand l'engagement s'améliore d'une année sur l'autre, la moitié de cette évolution-là, quand on demande aux employés pourquoi, elle s'explique pas parce qu'on a mis en place des actions géniales pour résoudre les problèmes, mais parce qu'on a tenu les employés au courant et on les a impliqués dans la résolution des problèmes. La simple communication, le simple fait de communiquer fréquemment et régulièrement, et d'ailleurs il y a une question, quelle périodicité on recommande? Donc je vais y venir, mais le simple fait de tenir vos employés au courant régulièrement, c'est déjà un facteur d'engagement qui va améliorer le ressenti de vos équipes. La périodicité que je recommande pour l'engagement en continu, alors je ne recommande pas toutes les semaines. En gros, enfin, ça dépend, évidemment, ça dépend de votre culture d'entreprise, ça dépend si vos employés sont connectés, si vous les adressez par mail, par SMS, par Slack, ou s'ils n'ont pas d'adresse mail, ils sont sur le terrain et vous n'allez pas les solliciter toutes les semaines pour leur dire de se connecter avec un mot de passe, etc. Empiriquement, ce qui fonctionne le mieux chez nous, c'est une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Ça permet de rester sur un format court, c'est moins de 30 secondes. Et ça vous permet d'avoir une réactivité importante, c'est-à-dire vous voyez un problème arriver, vous arrivez à le prendre en compte tout de suite. C'est le nerf de la guerre. Toutes les semaines, c'est vraiment si vous êtes dans une entreprise qui est hyper avec une culture très digitale, très connectée, ok, vous pouvez peut-être vous permettre de le faire. Évidemment, derrière, ce qu'il faut prendre en compte, au-delà de la sollicitation des gens, c'est est-ce que vous avez, vous avez un peu de temps à consacrer pour traiter ces résultats. Si vous faites ça toutes les semaines, on peut s'imaginer que c'est peut-être 1 ou 2 questions, par exemple, toutes les semaines, auquel cas le volume à absorber n'est pas très fort. Mais nous, ce qu'on recommande, c'est une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois. C'est là où on a les meilleurs taux de réponse. On a un peu plus de 80% de taux de réponse sur ces sujets-là. Engager au chômage partiel, c'est ne pas rompre le dialogue, c'est continuer d'interroger les collaborateurs, leur demander s'ils comprennent en fait la démarche dans laquelle vous vous êtes lancé, leur demander comment ils imaginent leur travail quand ils vont reprendre, les interroger sur les formations. Vous avez vu, il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place et annoncées par le gouvernement sur les formations de vos collaborateurs quand vous avez mis en place du chômage partiel. C'est en fait les interroger sur les choses du quotidien qui ont trait au travail, même pendant la phase de chômage partiel. Et là, je peux donner mon exemple perso je suis la seule personne chargée de recrutement aujourd'hui chez Assessfirst. Donc, non seulement je n'ai pas d'équipe avec moi pour partager mes problématiques, donc il y a des moments où je peux me sentir isolée. Et ce qu'on a pu faire chez Assessfirst, c'est tout simplement multiplier les moments où on se retrouve. Enfin, c'est tout bête, hein. On balance encore une fois des choses qui sont complètement évidentes, mais rien que le fait d'avoir des moments, des apéros, des petites formations en petits groupes, et multiplier les visios avec d'autres gens, ça me fait du bien. Joël, vous aviez une question sur l'anonymat. Nous, alors c'est un choix qu'on a fait au début. On recommande très fortement l'anonymat. Il y a du pour, il y a du contre, hein, mais l'anonymat, ça permet à plein de gens qui ne se seraient pas exprimés en temps normal ou qui se sentent obligés de répondre, mais qui, si ce n'est pas anonyme, vont juste dire que tout va bien. Ça permet d'avoir des données fiables à exploiter, en fait, tout simplement. Ça délie les langues, c'est clair. Voilà, donc l'anonymat, après, ce que beaucoup d'outils proposent, et nous en particulier, c'est une visualisation par cohorte. C'est-à-dire que vous n'allez pas savoir que c'est Aurélie qui a répondu à telle ou telle question de telle ou telle manière. En revanche, vous allez pouvoir analyser les résultats pour les personnes qui sont en zone Île-de-France, les personnes qui sont dans le département marketing, les personnes qui ont tant d'ancienneté. Et vous devez atteindre un certain nombre de répondants qui remplissent les différents critères pour afficher les résultats. Si vous êtes en dessous, nous c'est 5, si vous êtes en dessous de 5 personnes qui remplissent les critères, vous n'affichez pas les résultats, ça préserve l'anonymat et ça permet d'avoir, en fait c'est ça, ça permet d'avoir des données fiables sur lesquelles s'appuyer. Sinon, si vous n'avez pas d'anonymat, vous ne pouvez pas garantir que les données sont fiables. Tout à fait. Voilà. Écoutez, 12h01, parfait. Si vous n'avez pas d'autres questions, je crois qu'on est bon. Merci en tout cas pour toutes vos questions. C'est super d'être aussi interactif.
Ouais, merci à tous. C'était un plaisir. Évidemment, j'imagine qu'on est toujours dispo si vous voulez en parler derrière sur des sujets spécifiques. Et puis, merci d'avoir été aussi nombreux. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.